Ton appareil photo et toi avez été littéralement partout sur la Terre, au sommet du mont Everest et au fond de la fosse des Mariannes. Tu as vu le Nil, les chutes du Niagara, le désert du Sahara, le Grand Canyon et une centaine d'autres endroits magnifiques. À chaque voyage, tu as rapporté des photos à couper le souffle. Ton album est déjà aussi épais qu'une encyclopédie et il est temps de découvrir un tout nouveau monde. Alors, allons faire un voyage sur Mars. Tu es assis dans une rutilante fusée ultra moderne. Le compte à rebours est lancé en vue du décollage. Cela peut sembler être un événement important, mais désormais, avec la technologie moderne, c'est pratiquement comme un trajet en bus. En quelques heures seulement, tu te retrouves à la surface de la planète rouge. Il est temps de se diriger vers la première destination touristique de Mars, Olympus Mons. Il est de la taille de l'État d'Arizona et mesure 25 km de haut. C'est 3 fois la taille du mont Everest. Et c'est la plus haute montagne de tout notre système solaire. En fait, c'est même plus qu'une montagne, c'est un volcan géant. Cette gigantesque montagne s'est formée lorsque des torrents de lave sont montés à la surface, ont dévalé les pentes du volcan et se sont lentement refroidis. Les couches de sol les plus fraîches ont environ 2 millions d'années. Les scientifiques n'excluent donc pas la possibilité que ce volcan se réveille un jour. Espérons que tu ne seras pas trop près quand il entrera en éruption. Il y a des statues de divinités grecques partout. On trouve notamment Apollon, Athéna et Artémis. Et là, c'est Zeus et Poséidon. Dans les mythes antiques, ces divinités vivaient sur le mont Olympe, en Grèce. Elles ne sont pas naturelles, bien sûr. On a construit ces monuments pour attirer plus de touristes. Il y a même de nombreux stands de souvenirs où tu peux acheter un t-shirt avec un motif de foudre en l'honneur de Zeus. Tu prends ta première photo sur Mars et tu passes à l'endroit suivant. C'est un complexe de 12 volcans géants. Certains d'entre eux atteignent presque la hauteur de l'Olympe. C'est comme si tu empilais 60 Empire State Building les uns sur les autres. Ils sont si grands parce que la gravité est beaucoup plus faible sur Mars que sur Terre. Il n'y a pas autant de force qui les tire vers le bas, donc ils peuvent s'étirer beaucoup plus haut que tout ce que l'on peut trouver sur Terre. Tu te sens plus léger que jamais et tu peux soulever des objets 3 fois plus lourds que sur Terre. Il est facile de comprendre pourquoi les volcans sont si grands quand tu prends une impulsion et que tu bondis à 2 mètres dans les airs. Ces volcans sont en éruption depuis près de 2 milliards d'années. C'est presque la moitié de l'âge de notre planète. C'est d'ailleurs une autre raison pour laquelle ils sont devenus si grands. Clique, la photo est faite et tu montes dans le rover pour aller explorer le prochain site digne d'intérêt. Valles Marineris, c'est le plus grand canyon de la planète. Il est plus long que la distance entre New York et Miami. Et il est 4 fois plus grand que le Grand Canyon. On ne sait pas exactement comment il est apparu, mais la théorie la plus crédible suggère que c'est à cause de la lave qui a poussé la croûte vers le haut en se déplaçant sous terre. Avec le temps, ces vallées se sont transformées en un énorme canyon, baptisé Valles Marineris. Le prochain arrêt est Cydonia, avec son rocher géant à visage humain. En 1976, on a pu observer des photos de la surface de Mars et on y a clairement identifié une tête humaine. Les gens ont immédiatement émis 1000 théories sur la façon dont elle aurait pu apparaître ici. Mais toutes ces amusantes spéculations ont pris fin lorsque de nouvelles photos ont été prises en 2011. Ces photos plus claires ont montré que les yeux, le nez et la bouche n'étaient que des ombres qui ne pouvaient pas être distinguées nettement sur l'image originale de mauvaise qualité. En fait, ce n'est qu'une colline, beaucoup moins excitante vue de près. N'oublie pas ta veste chaude pour la prochaine étape, il s'agit du pôle Nord. Assure-toi aussi de bien tenir ton appareil photo, il y a beaucoup de vent par ici. La glace que tu vois est du dioxyde de carbone, qui a cet aspect à cause des températures extrêmement basses. Il peut faire jusqu'à moins 143 degrés Celsius ici. Ce froid et le champ magnétique du pôle sont responsables des vents forts qui soufflent sur toute la planète. Il y a même des geysers au pôle sud. Au printemps, quand il fait plus doux, des jets de dioxyde de carbone se précipitent à la surface, emportant avec eux la poussière et le sable. Vite, prends une photo. Selon diverses études, il y aurait un lac souterrain aussi large que la baie du Delaware à 1 km sous une épaisse couche de glace. Passons au cratère de Gale. C'est là que le rover Curiosity a atterri en 2012. Et voici sa réplique. Ce petit bonhomme étudie la surface de Mars depuis des années et y a trouvé des traces d'eau évaporée. Cela signifie que Mars pourrait avoir abrité la vie dans le passé. Le rover a également trouvé de nombreuses traces de molécules organiques ainsi que du méthane gazeux.
Il pourrait provenir de microbes et d'autres êtres vivants, mais on n'en sait pas encore assez pour l'affirmer avec certitude. L'existence de vie sur Mars n'a pas encore été confirmée, mais il est excitant de penser qu'il y a pu y avoir de vrais martiens vivants à un moment donné. Tu prends un selfie comme si tu tenais Curiosity au bout de ton bras. Super, le taxi martien est déjà là pour toi et tu te diriges vers Medusae Phossae. Beaucoup de gens pensent que ce pourrait être un site de crash extraterrestre à cause de l'apparence étrange de ces roches. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Les scientifiques suggèrent que des volcans sont en éruption ici depuis des années. La lave s'est refroidie pour former des roches et les vents forts leur ont donné des formes étranges. Tout ce dépôt volcanique couvre une surface équivalente à la taille d'un cinquième des États-Unis. Et voici un endroit qui a rendu les géologues nerveux et les a même un peu effrayés. Le cratère de Hell et les lignes de ses pentes. Des études ont montré que cet endroit s'humidifiait, ce qui signifie que de l'eau pourrait y circuler. Mais on a ensuite déterminé qu'il s'agissait de ruisseaux de sable sec. Les scientifiques craignent que cet endroit puisse abriter des microbes extraterrestres. Donc, il ne faut pas s'en approcher de trop près. Un autre endroit mystérieux pour les touristes sur Mars sont les dunes fantômes. Dans les temps anciens de cette planète, il y avait des dunes de plusieurs dizaines de mètres de haut. Mais elles étaient alors recouvertes par l'eau ou la lave. Leurs bases sont préservées, mais leurs sommets ont été effacés. Les zones couvertes de ces dunes peuvent encore abriter des microbes. Ils sont protégés du vent et du rayonnement solaire et peuvent encore être préservés. Le contact avec eux peut être dangereux pour l'homme, alors prends ta photo de loin. Le prochain arrêt est sur le satellite de Mars, Phobos. Il y a une foule de gens réunis ici. Et c'est alors que tu le vois, le monolithe de Phobos. C'est un rocher massif, aussi haut qu'un immeuble de 30 étages. On a découvert cet objet grâce à des photos prises depuis la Terre. Le monolithe projette une grande ombre et a donné naissance à de nombreuses théories. Par exemple, certains prétendent qu'il a été construit par une ancienne civilisation ou qu'il a été laissé ici par des extraterrestres. Il pourrait même avoir été un phare. Tous ces gens sont venus ici pour éprouver cette théorie par eux-mêmes, mais de près, il ne ressemble à rien d'autre qu'un vulgaire rocher. Encore une photo, et tu dois te dépêcher de remonter dans le bus qui t'emmène sur le satellite de Jupiter, Io. Il faut rester dans des capsules spéciales qui volent au-dessus de la surface. Et quand tu vois ces volcans en éruption constante, tu comprends pourquoi. La gravité de Jupiter comprime les entrailles d'Io. Elle se réchauffe et remonte à la surface, entrant en éruption au niveau des nombreux volcans qui jalonnent le satellite. Ils éjectent tellement de matière qu'Io change complètement d'aspect tous les 2 ou 3 millénaires. Maintenant, allumons les hyperpropulseurs et dirigeons-nous vers l'espace. C'est là, dans l'obscurité totale, que se trouve la sonde Voyager. Elle a été lancée en 1977 et est toujours en activité. C'est le premier objet fabriqué par l'homme à avoir quitté les frontières de notre système solaire, et c'est le vaisseau spatial le plus éloigné qui soit. Voyager transporte un disque d'or avec un message pour les civilisations extraterrestres. Ce disque étonnant contient des images de paysages, d'habitants et d'animaux de la Terre, ainsi que divers sons et musiques. Malheureusement, il lui faudra plusieurs milliers d'années pour atteindre le système stellaire le plus proche, donc il est peu probable que nous ayons des nouvelles des extraterrestres de sitôt. Tu prends des selfies et tu passes à l'étape suivante de la visite. Ici, à 1000 années-lumière de la Terre, se trouve un trou noir. C'est l'objet le plus mystérieux et le plus lourd de l'univers. Il pèse autant que le Soleil, mais il est beaucoup plus petit. Il est si lourd qu'il attire absolument tout, même la lumière. Le trou noir n'est donc pas vraiment noir, il n'a pas de couleur du tout. On ne peut l'observer que de très loin car il courbe l'espace-temps. Plus tu t'en rapproches, plus le temps passe lentement. Si tu voulais voler juste une seconde plus près de lui, des semaines ou même des mois s'écouleraient sur Terre pendant ce temps. Suivant la tradition, tu jettes une pièce de monnaie dans le trou noir et tu continues ton voyage à travers le cosmos lointain. Sur le chemin du retour, tu dois t'arrêter à un endroit emblématique de la Lune. Ici, dans la mer de la Tranquillité, il y a un parc d'attractions entier près du site d'alunissage d'Apollo 11. C'est là que le premier humain a posé le pied sur la surface de la Lune. La première empreinte de botte de Neil Armstrong est toujours là, comme preuve à la surface. Elle a été faite en 1969, mais elle est restée identique depuis toutes ces années. Tu voles dans l'espace, esquivant les étoiles et les trous noirs. Ta vitesse est si grande que tu peux passer d'une galaxie à l'autre en quelques minutes seulement. Cela te semble impossible ? Eh bien, tout cela peut devenir une réalité, car la NASA a déjà testé la technologie qui pourrait nous permettre de voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Examinons la flotte spatiale dont nous disposons actuellement.
Pour voler dans l'espace, nous utilisons des fusées classiques transportant des tonnes de carburant et d'oxygène. Ces deux substances sont mélangées et enflammées, et du feu jaillit des fusées. Les gaz d'échappement se déplacent vers le bas et les fusées se déplacent vers le haut, comme si elles s'appuyaient sur eux. C'est ainsi que fonctionne la propulsion par réaction. De cette façon, on peut faire voler une fusée à près de 8 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en seulement 8 minutes 30. Mais au vu des distances phénoménales dans l'espace, c'est en fait très lent. Un voyage vers une planète voisine, comme Mars, prend environ 7 mois. Et un voyage jusqu'aux confins de notre système solaire prendrait environ 35 ans. C'est le temps qu'il a fallu à la sonde spatiale Voyager, lancée en 1977, pour y arriver. Mais nous souhaitons voyager parmi les étoiles et les galaxies, et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, est à 4,2 années-lumière de chez nous. Il faudrait donc environ 73 000 ans pour y arriver. C'est plus que la durée de l'existence d'une civilisation humaine intelligente jusqu'à présent. Et si tu voulais traverser toute la galaxie de la Voie lactée, qui fait 100 000 années-lumière de large, cela te prendrait environ 1,7 trillion d'années. En comparaison, l'univers entier est âgé de seulement 14 milliards d'années. Nous voyageons donc tout simplement trop lentement. Mais même à la vitesse de la lumière, il te faudrait encore 4,2 années pour voyager jusqu'à l'étoile la plus proche. Et il te faudrait 2,5 millions d'années pour atteindre la galaxie d'Andromède, pourtant voisine de la nôtre. Mais on ne peut pas accélérer ainsi si facilement, car les lois de la physique stipulent qu'un objet doté d'une masse ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière. Un photon de lumière a un poids infiniment petit. Mais si tu veux accélérer ne serait-ce qu'un minuscule grain de sable à cette vitesse, tu auras besoin d'une infinie quantité d'énergie. Peut-être même plus que ce que possède l'univers entier. Toutefois, les scientifiques pourraient avoir trouvé un moyen de contourner les lois de la physique. Pour créer une forte poussée, il faut donc pousser sur quelque chose. Les bateaux ont besoin d'eau, les avions poussent sur l'air, les fusées utilisent le carburant qu'elles brûlent. Mais cette chose, le M-Drive, fonctionne de façon différente. Un puissant magnétron, comme celui de ton micro-ondes, envoie des ondes dans un cône qui agit comme un résonateur. Il fait en sorte que les ondes à l'intérieur rebondissent sur l'une des parois et frappent les autres. Par conséquent, nous avons une force faible à l'extrémité étroite du cône et une force puissante à l'extrémité large. Et si nous analysons cette force puissante, nous verrons qu'elle est dirigée vers l'extrémité large du cône. La poussée sera donc dans la direction opposée. Maintenant, rendons ce modèle beaucoup plus grand et mettons le M-Drive sur un vaisseau spatial. L'extrémité étroite du cône est tournée vers le haut, l'extrémité large est tournée vers le bas. Le magnétron commence à fonctionner, le résonateur crée une poussée et la fusée décolle. Elle ne fait aucun bruit et n'émet aucun gaz nocif. Ce mécanisme peut accélérer la fusée bien plus vite que nous le faisons avec des tonnes de carburant. En théorie, nous pourrions même atteindre la vitesse de la lumière. Ce serait génial, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Bien que l'inventeur de cet appareil ait essayé de prouver que le M-Drive fonctionne, aucune expérience indépendante dans le monde n'a montré de résultats positifs. La NASA a parrainé la construction d'une telle machine dans un laboratoire, mais elle n'a pas réussi à créer de poussée pendant les recherches. Une autre option, qui nous permettrait de voyager beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, est la bulle d'Alcubierre. Un scientifique mexicain a trouvé un moyen d'utiliser la théorie générale de la relativité sans enfreindre les lois de la physique. Imaginons que nous ayons un vaisseau spatial sur une couverture spatio-temporelle et qu'il doit faire un voyage à l'autre extrémité de la couverture. Au lieu de se déplacer simplement d'un point A à un point B situé à des centaines ou des milliers d'années-lumière, le vaisseau commence à tirer la couverture vers lui. Au fur et à mesure que le vaisseau plie cette couverture, le point B se rapproche de lui. Désormais, le vaisseau doit parcourir une distance beaucoup plus courte jusqu'au point B. Il fait un voyage rapide et étend ensuite la couverture spatio-temporelle pour qu'elle redevienne normale. Et voilà. Un tel vaisseau n'a donc pas besoin de moteurs puissants qui brûleront des tonnes de carburant et d'oxygène. Il se déplacerait dans une sorte de bulle. Mais le plus difficile est de créer une telle bulle. Pour y parvenir, nous aurions besoin d'une quantité d'énergie à peu près égale à la masse énergie de tout Jupiter. C'est plus que ce que nous pouvons produire sur Terre. Et pourtant, les scientifiques prévoient de tester cette technologie sur une petite sonde spatiale de la taille de Voyager. Mais cette expérience pourrait durer des décennies, voire des siècles. Aujourd'hui, les scientifiques essaient d'atteindre au moins 20% de la vitesse de la lumière à l'aide d'un laser.
et il prévoit de se rendre vers Proxima Centauri dans environ 30 ans. Cela devrait se passer comme ceci. Un vaisseau mère sera lancé depuis la Terre. Il embarquera des milliers de sondes spatiales de la taille d'un ongle. Après avoir atteint son orbite, le vaisseau mère lancera les sondes dans l'espace. Chaque sonde déploiera ensuite une voile, un morceau de matériau fin et réfléchissant de la taille d'un parking. Ensuite, les scientifiques concentreront un puissant faisceau laser depuis la Terre directement sur les voiles des sondes. Cela leur donnera une accélération 1000 fois plus forte que l'accélération de la chute libre sur Terre. Une par une, les sondes vont être propulsées et se diriger vers leur destination. Nous n'aurons même pas besoin de maintenir ce rayon laser en permanence. Si tu éteins les moteurs d'un navire ordinaire sur l'eau, il commencera à perdre de la vitesse à cause de la friction avec l'eau. Mais l'espace est un vide presque parfait. Il n'y a littéralement rien là-bas, donc aucune friction. Tout ce que nous aurons à faire, c'est d'accélérer les sondes jusqu'à la vitesse nécessaire. À 20% de la vitesse de la lumière, ces sondes pourraient atteindre le Soleil en seulement 40 minutes. Mais au lieu de cela, elles vont se diriger vers l'étoile Proxima Centauri. Après environ 30 ans de voyage, 4 autres années s'écouleront avant que nous recevions un signal des sondes. Il y a plusieurs exoplanètes dans ce système stellaire et certains scientifiques espèrent y trouver au moins des traces de vie. Cette technologie de voile peut d'ailleurs être utilisée dans l'espace, même sans un puissant laser. Nous pouvons utiliser le Soleil. Si nous créons une voile de la taille d'un terrain de football et que nous la déployons dans l'espace, elle commencera à capter les rayons du Soleil. Et comme la surface de la voile est réfléchissante, les rayons rebondiront sur la voile. Cela créera une poussée et propulsera le vaisseau spatial. L'un des inconvénients de cette technologie est que nous ne pouvons l'utiliser qu'à l'intérieur du système solaire. Dans l'espace interstellaire froid, la voile ne pourra pas capter les rayons du Soleil ou le vent solaire. Un autre candidat intéressant pour voyager plus vite que la lumière est le propulseur ionique. Comme une fusée classique, un vaisseau spatial équipé de propulseurs ioniques sera projeté par du gaz éjecté vers l'extérieur. Seulement dans ce cas, le gaz serait éjecté non pas par combustion du carburant, mais à l'aide d'un champ magnétique. Il faudrait créer un puissant champ électrique à l'intérieur du moteur. Les particules de gaz passant à travers ce champ électrique seraient accélérées et repoussées vers l'extérieur. Cela créerait une poussée, et même si l'accélération dans un tel moteur serait beaucoup plus faible que dans une fusée classique, le moteur ionique serait capable d'atteindre des vitesses plus élevées. La NASA prévoyait de construire un vaisseau spatial à moteur ionique pour voler vers Jupiter. Les moteurs ioniques consomment beaucoup d'énergie. Le vaisseau devrait donc être équipé d'un réacteur nucléaire et de nombreux panneaux solaires. 8 gros moteurs étaient censés accélérer le vaisseau spatial jusqu'à une vitesse d'environ 90 km par seconde. À cette vitesse, le voyage de New York à Londres prendrait 1 minute. Jusqu'à présent, cette technologie a été activement testée sur différentes sondes spatiales, mais elle n'a pas encore de solution pour savoir comment voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Toutefois, nous pourrons peut-être voyager entre les galaxies avec des fusées conventionnelles, mais il faudra utiliser des sortes de raccourcis appelés trous de verre. Revenons à notre couverture spatio-temporelle. Le point A se trouve à une extrémité et le point B à l'autre. Au lieu de voyager à travers toute la couverture pendant des millions d'années, il suffit de la plier. Le point B sera alors juste au-dessus du point A et l'on pourra s'y rendre rapidement grâce à un court tunnel qui les sépare. De tels tunnels s'appellent des trous de verre. Certains scientifiques pensent que les trous de verre peuvent se trouver à l'intérieur des trous noirs. Mais il y a 2 problèmes ici. Le trou noir le plus proche de nous se trouve à 1500 années-lumière, donc un voyage là-bas prendrait des lustres. Le deuxième problème est la gravité du trou. Les trous noirs ont la plus forte attraction gravitationnelle de tous les objets de l'univers. Leur gravité peut écraser n'importe quel vaisseau spatial. C'est parce que la force gravitationnelle augmente à chaque centimètre que tu te rapproches du centre du trou noir. Et la force qui affecte le nez du vaisseau spatial sera beaucoup plus forte que celle qui affecte la queue. Le vaisseau spatial va s'étirer comme un spaghetti et se déchirer. Mais il existe une théorie affirmant qu'un vaisseau spatial ou même une personne peut survivre à sa chute dans un trou noir. Mais seulement si le trou noir est supermassif, comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ils peuvent être des milliards de fois plus lourds que le Soleil. Mais même s'ils sont plus lourds, ils sont aussi plus grands en taille. Cela signifie que la gravité n'augmente probablement pas aussi vite là-bas. Il se peut que toi ou ton vaisseau spatial ne se transforme pas en spaghetti et que tu puisses même voir ce qu'il y a au cœur du trou noir. On tente ?
Savais-tu que le voyage dans le temps était une réalité? En fait, tu voyages dans le temps en ce moment même. À chaque seconde de cette vidéo, tu te déplaces d'une seconde dans le futur. Mais il y a une personne sur Terre qui a réussi à voyager dans le temps et à se projeter dans le futur de 0,02 secondes. Et ce n'est absolument pas la limite. Voici Sergueï Krikalev. C'est un astronaute qui a passé 803 jours, 9 heures et 39 minutes dans la Station spatiale internationale. C'est la clé de son voyage dans le temps. Le fait est que pour deux objets dont l'un est immobile et l'autre en mouvement, le déroulement du temps est différent. Autrement dit, si nous considérons notre planète comme un objet et l'ISS comme un autre, le temps sur Terre et sur l'ISS s'écoulera différemment. Mais cela ne suffira pas à affecter le temps de manière significative. Nous devons examiner la gravité. Plus l'objet est grand, plus sa force gravitationnelle est forte. Par exemple, sur la Lune, tu peux sauter plus haut et soulever des objets plus lourds que sur Terre, car la Lune est légère. Mais sur Jupiter, on peut à peine se tenir sur ses pieds, car elle est lourde et sa gravité est beaucoup plus forte. La gravité déforme l'espace-temps lui-même. Imagine un trampoline ou un drap tendu. Tant qu'il n'y a rien dessus, l'espace-temps est régulier et le temps est le même partout. Mais pose un objet lourd dessus et tu verras un trou se former. Imagine maintenant que tu mets un objet lourd comme la planète Terre au centre de la feuille. Elle pèse 6 tonnes plus 21 zéros. Elle déformerait tellement notre feuille que le temps s'écoulerait différemment au centre que dans un endroit où l'espace-temps est plat. Et plus l'objet est lourd, plus la distorsion est grande et plus le temps passe lentement. Par exemple, près du Soleil, le temps passe encore plus lentement que sur notre planète, car il est plus de 300 000 fois plus lourd. Ou bien prends un trou noir. Même un petit trou noir pèse des dizaines ou des centaines de fois plus que le Soleil. Et les trous supermassifs sont des millions et des milliards de fois plus lourds. Ils déforment tellement l'espace-temps que le temps s'arrête pratiquement auprès d'eux. Donc notre héros, Sergueï Krikalev, a utilisé cette même méthode pour voyager dans le temps. Il n'était juste pas au cœur de ce vortex espace-temps, mais sur l'ISS. C'est à un endroit de l'espace-temps où la courbure de la feuille n'est pas si forte, et le temps est allé un peu plus vite pour lui que pour nous. Juste un petit peu. Et si tu passes assez de temps là-bas, progressivement, tu commences à être en avance sur les gens ici sur Terre. Sergueï aurait pu aller beaucoup plus loin dans le temps, mais une autre loi de la physique l'en empêchait. Il s'agissait de la cohérence entre l'espace et le temps. Si tu es debout, tu te déplaces seulement dans le temps, mais si tu cours en avant, tu te déplaces à la fois dans le temps et dans l'espace. Plus tu cours vite dans l'espace, plus tu te déplaces lentement dans le temps. La Station spatiale internationale se déplace autour de notre planète à une vitesse de 7,66 km par seconde. Cette vitesse a ralenti le mouvement de Sergueï dans le temps. Ainsi, après plus de 2 ans passés dans l'ISS, il a seulement voyagé dans le temps de 0,02 secondes. Voici un moyen pour toi de voyager dans le temps. Assois un ami à une table et donne-lui une montre. Mets l'autre sur ton propre bras et commence à courir autour de la table. Si tu cours assez vite et assez longtemps, tu remarqueras que l'heure sur ta montre et celle de ton ami est différente. Voilà, tu as voyagé dans le temps. Mais il y a d'autres façons d'aller dans le futur. Le premier moyen est de se rapprocher d'un trou noir. Le plus proche se trouve à un peu plus de 1000 années-lumière de notre système solaire. Tu sautes dans ton vaisseau spatial qui va plus vite que la lumière et tu arrives là-bas. Tu dois voler aussi près que possible de son centre, à la limite de l'horizon des événements. L'espace-temps est tellement déformé ici qu'une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois sur Terre. Donc reste ici pendant quelques minutes, puis rallume les hyperpropulseurs et envole-toi. Bien sûr, il faut être prudent. Les trous noirs sont si lourds que rien ne peut échapper à leur force gravitationnelle. Même la lumière, qui est la chose la plus rapide dans l'univers, ne peut pas échapper à son emprise. Mais ce n'est pas un problème pour toi et tu es déjà sur ta planète d'origine. Waouh! Il s'est passé des décennies sur Terre pendant que tu étais absent. Il y a des voitures volantes, des robots et des hologrammes partout. Une autre option est de voyager à la vitesse de la lumière. Toi et ton ami êtes sur la ligne de départ dans un stade, et l'un de vous a un chronomètre. Appuie sur Départ. Tu cours à la vitesse de la lumière autour de la Terre plusieurs fois, et tu termines. Arrête le chrono. Le temps avec lequel tu as réalisé ton sprint est inférieur à celui de ton ami qui est resté immobile. Mais il existe un paradoxe des jumeaux sur lequel les scientifiques se creusent encore les méninges. Il s'agit de savoir ce qu'il faut prendre comme point de référence.
Si le centre du système de coordonnées est une personne immobile et que l'autre personne court à la vitesse de la lumière, l'horloge du coureur sera en retard après la course. Parce qu'il se déplace non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace, tu te souviens? Mais si tu prends le coureur comme point de référence, c'est la personne immobile qui était en mouvement par rapport à lui. Et donc, l'horloge de la personne statique devrait être en retard. Le résultat de l'expérience est donc que les horloges des deux personnes, le coureur et la personne statique, indiquent la même heure. C'est le paradoxe des jumeaux. Une autre façon de tricher avec les lois de la physique et d'arrêter l'écoulement du temps est de faire la planche. Ensuite, le temps s'arrête pour toi. Bon, je plaisante. En supposant que le voyage dans le temps soit possible, il y a tout un tas de problèmes et de paradoxes qui lui sont liés. Par exemple, à 12 h, tu es en train de construire une machine à remonter le temps. À 12h30, tu as fini de la construire. Puis à 13 h, tu entres dans la machine dans un seul but: t'empêcher de construire toi-même la machine à remonter le temps. Ensuite, tu remontes le temps à 12h20, quand la machine est pratiquement terminée, et tu casses un de ses éléments pour qu'elle ne puisse pas être construite dès le départ. Mais si ta version plus jeune n'a pas pu construire de machine à remonter le temps, il n'y a aucun moyen pour toi de remonter le temps non plus, non? Ou si tu as bel et bien construit une machine à remonter le temps et que tu es retourné à l'époque où ton père avait un rendez-vous avec ta mère, tu sabotes leur rendez-vous et ils se séparent. Dans ce cas, ta naissance aurait été impossible. Mais si tu n'étais pas né, tu ne serais jamais revenu dans le passé pour gâcher le rendez-vous de ton père. Et donc rien n'aurait interféré avec ta naissance. Waouh, les choses deviennent trop compliquées. Ok, il y a des moyens plus simples de voyager dans le temps. Par exemple, les moyens biologiques. Je parle de la congélation. Si tu congèles ton corps, tu voyageras dans le temps avec le reste du monde. Mais tu seras endormi pendant tout ce temps. Et quand tu te réveilleras, tu seras dans le futur. D'ailleurs, les animaux qui hibernent en hiver, comme les ours, voyagent dans le temps. Ils sautent simplement les saisons hivernales où ils ont faim. Mais il y a un problème avec ça. Quand on gèle, l'eau de nos cellules et de nos tissus se transforme en glace. Et du coup, elles se sentent déshydratées comme dans un désert. On peut éviter cela en utilisant des produits chimiques pour les protéger. Mais le plus dur est le réveil. Nos scientifiques ne peuvent pas dégeler un organisme vivant sans risque. Donc pour l'instant, congeler un corps est un voyage sans retour. Mais nous avons bon espoir que les scientifiques du futur trouveront un moyen d'éviter que les cellules et les tissus soient endommagés. Ils ouvriront alors les réfrigérateurs avec des gens et réveilleront tout un tas de voyageurs dans le temps. Et c'est une aventure assez coûteuse. Congeler un corps entier peut coûter 200 000 $ ou plus. Mais beaucoup de gens croient que le voyage dans le temps est déjà une réalité. Et certains voyageurs dans le temps ont été pris en photo ou filmés par des caméras. Par exemple, cette photo de 1941. On voit des hommes en costume et des femmes avec des chapeaux élégants. Et parmi eux, ce type avec des lunettes futuristes et un sweat à capuche. Ou cette photo où l'on peut voir une femme en arrière-plan, qui parle sur son téléphone portable. Waouh, c'était il y a environ un siècle. Et à l'époque, personne ne pouvait imaginer ce qu'était un téléphone portable. Ces faits s'expliquent facilement. L'homme sur la photo porte des lunettes qui ont été fabriquées en 1920. Et le t-shirt et le sweat à capuche existaient déjà à cette époque. Et la femme qui parle au téléphone portable tient en fait un acousticon dans sa main. C'est une sorte d'appareil auditif, l'un des premiers de son genre. On peut donc dire une chose avec certitude, le voyage dans le temps est encore un rêve pour tout le monde. Sauf pour Sergei Krikalev, qui a bien réussi à tromper les lois de la physique et à avoir 0,02 secondes d'avance sur tous les habitants de la Terre.